Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Certains soirs, on reste éveillé plus longtemps que d'ordinaire, non pas à cause du bruit ni de la lumière, mais à cause de ce murmure intérieur qui ne se tait pas. Une promesse faite qui pèse, une dette qu'on n'a pas oubliée, une règle qu'on suit sans se demander pourquoi. Il y a dans ces gestes quotidiens quelque chose de plus vaste, une présence invisible qui organise nos vies, qui façonne nos relations, qui transforme le chaos en ordre fragile. Nous vivons entourés de règles, certaines écrites, gravées dans la pierre ou le code, d'autres murmurées, transmises de bouche à oreille, d'autres encore si anciennes qu'elles semblent naturelles. Nous portons des dettes, non seulement d'argent, mais de gratitude, de reconnaissance, de liens invisibles qui nous attachent en aux autres. Nous prononçons des serments, des promesses qui nous engagent au-delà de l'instant, des paroles qui deviennent des chaînes dorées, des mots qui créent du réel. Pourquoi inventons-nous des règles ? Cette question semble simple, mais elle touche à quelque chose de profondément humain, à ce qui nous distingue peut-être le plus du reste du vivant. Notre capacité à créer de l'ordre à partir de rien, à transformer des accords fragiles en institutions durables, à faire tenir ensemble des milliers, puis des millions d'étrangers. Ce soir, nous allons explorer ce mystère tranquillement, sans hâte, en laissant les idées se déployer comme des vagues nocturnes. Nous allons contempler comment naissent les lois, comment se forme la dette, comment le serment devient sacré. Et peut-être comprendrons-nous mieux cette architecture invisible, cette toile de règles et d'obligations qui nous enveloppe, qui nous contraint parfois, mais qui rend possible tout ce que nous sommes. Avant les règles, le silence. Il fut un temps où aucune règle n'existait encore. Non pas parce que les humains vivaient dans le chaos, mais parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Imaginez, de petits groupes dispersés, 20, 30 personnes tout au plus, qui se connaissent toutes depuis l'enfance. Chacun connaît le caractère de chacun, ses forces, ses faiblesses, ses habitudes. Quand un différend surgit, il n'y a pas besoin de juge. Les plus âgés interviennent, ceux qui ont vu bien d'autres conflits, qui savent apaiser. Dans ce monde-là, la réputation est tout. Si quelqu'un se montre égoïste, s'il refuse de partager le gibier, s'il ment, s'il vole, tout le groupe le sait, immédiatement, sans enquête, sans procès. Et la sanction est immédiate aussi, non pas une peine codifiée, mais le regard qui se détourne, la confiance qui s'évapore, l'exclusion douce mais inexorable. Dans ces groupes restreints, la mémoire collective suffit. On se souvient de qui a aidé qui, de qui doit quoi à qui, de qui a promis quoi. Les dettes existent déjà, mais ce sont des dettes vivantes, portées par la mémoire, inscrites dans le regard. Un tel a partagé sa récolte l'an dernier, quand la vôtre avait échoué. Aujourd'hui, c'est à vous de partager, cela n'a pas besoin d'être dit, cela se fait. Les serments existent aussi, mais ils n'ont pas besoin d'être formalisés. Une parole donnée devant le groupe, devant le feu, sous les étoiles. Cette parole engage, parce que tout le monde l'a entendue, parce que la trahir signifierait perdre sa place, devenir personne. Ce système fonctionne, tant que le groupe reste petit, tant que tout le monde se connaît, tant que la mémoire collective peut tout contenir. Mais quelque chose va changer. Quand les groupes grandissent, Puis vint un moment où les groupes se mirent à grandir. L'agriculture y contribua. Les villages permanents se formèrent. Les populations augmentèrent. De 30 personnes, on passa à 100, puis 300, puis 1000. Et soudain, quelque chose de fondamental se brisa. On ne pouvait plus connaître tout le monde. Dans un village de 1000 personnes, vous connaissez peut-être les 100 qui vous sont proches, votre famille, vos voisins directs, ceux avec qui vous travaillez. Mais les autres, ceux qui vivent de l'autre côté du village, ceux qui arrivent d'ailleurs, les marchands de passage,
Vous ne savez rien d'eux. Vous ne connaissez pas leur histoire, leur réputation, leurs intentions. Et c'est là que commence le problème. Comment faire confiance à un étranger? Vous avez du grain à échanger contre des outils. Un homme vient vous voir. Il dit qu'il est forgeron, qu'il reviendra la semaine prochaine avec les outils promis. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas s'il tiendra parole. Vous ne savez même pas s'il est vraiment forgeron. Dans le petit groupe d'autrefois, ce problème n'existait pas. Tout le monde connaissait le forgeron, savait s'il était fiable. Mais maintenant, la mémoire collective ne suffit plus. Personne ne peut se souvenir de toutes les transactions, de toutes les promesses, de toutes les dettes. Si vous prêtez du grain à 10 personnes différentes, si certaines le rendent et d'autres non, si des années passent, comment garder la trace? Comment vous assurer que justice soit faite? Et les conflits se multiplient. 2 hommes se disputent une terre. Chacun prétend qu'elle lui appartient. Dans le petit groupe, les anciens auraient pu trancher. Ils auraient moins su qui disait vrai. Ils se souvenaient de tout. Mais dans le grand village, les anciens ne savent pas. Ils n'étaient même pas là quand cette terre fut défrichée. Peut-être que personne ne l'était. Face à cette complexité croissante, face à cette impossibilité de tout connaître, face à ce besoin de faire fonctionner ensemble des gens qui ne se connaissent pas, l'humanité inventa quelque chose de nouveau. Elle créa des règles, non plus implicites, emportées par la mémoire et la coutume, mais explicites, fixes, transmissibles. Elle inventa l'écriture des dettes pour que la mémoire ne se perde pas. Elle inventa le serment formalisé, prononcé devant témoins ou devant les dieux, pour que la parole engage vraiment, même quand on ne se connaît pas. Les premières traces même, les traces de massage, traces de commerce. Avec la croissance des groupes, émergea quelque chose de nouveau. Le commerce avec des étrangers. Dans le petit groupe d'autrefois, tout était partage. On ne vendait pas à son cousin, on ne négociait pas avec sa sœur. On donnait, on recevait, on partageait selon les besoins. Mais avec l'étranger, celui qui vient d'un autre village, celui dont on ne connaît pas la famille, le partage ne fonctionne plus. Il faut échanger. Toi qui as du poisson, moi qui ai du grain. Nous pouvons tous les deux bénéficier si nous échangeons. Mais combien de poissons pour combien de grains? Cette question simple est le début de l'économie. Elle nécessite une comparaison de valeurs, une négociation, un accord. Et cet accord devient une règle, non pas universelle, mais locale, temporaire. Aujourd'hui, 3 poissons valent un boisseau de grains. Mais pour que l'échange ait lieu, il faut plus qu'un accord sur les quantités. Il faut aussi la confiance. Vous me donnez le poisson maintenant, je vous promets le grain demain. Pourquoi me croiriez-vous? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je tiendrai parole. C'est là qu'interviennent les premiers mécanismes de garantie, les témoins. Nous faisons notre échange en public, devant des gens qui nous connaissent tous les deux. Si je ne tiens pas ma promesse, les témoins le diront. Ma réputation sera ruinée. Plus jamais personne ne me fera confiance. Ou les intermédiaires de confiance. Un marchand respecté, connu des 2 parties, il garantit la transaction. Il se porte garant. Si l'une des parties ne tient pas sa promesse, c'est lui qui compensera la perte. En échange, et il prend une commission, ou encore les objets de valeur en garantie. Vous me donnez votre bracelet, un objet précieux, que je garde jusqu'à ce que vous m'apportiez le grain. Si vous ne venez pas, je garde le bracelet. C'est le début du gage, de la garantie matérielle. Toutes ces pratiques sont des règles en formation. Elles ne sont pas encore écrites, pas encore codifiées, mais elles structurent déjà les échanges. Elles créent de la prévisibilité, de la confiance. Elles permettent à des étrangers de coopérer. Et peu à peu, ces pratiques se standardisent. Voici comment on fait un échange. Voici le prix, habituel. Voici ce qui se passe si quelqu'un triche. Les coutumes commerciales émergent. Elles varient d'un endroit à l'autre, mais dans chaque région, elles deviennent stables, reconnues.
Et quand ces coutumes sont violées, quand un marchand triche, vole, ment sur la qualité de ses marchandises, la communauté réagit, non pas par une punition légale, il n'y a pas encore de tribunaux pour cela, mais par l'exclusion. Le tricheur ne trouve plus personne pour commercer avec lui. Sa réputation est détruite, il est mis au ban. Cette sanction sociale est souvent plus efficace que la sanction légale, parce qu'elle vient de partout à la fois, pas d'une autorité centrale, et elle est immédiate. Mais ce système a ses limites. Il fonctionne dans une communauté stable, où tout le monde se connaît. Mais que se passe-t-il quand un marchand voyage ? Il arrive dans une ville où personne ne le connaît, où sa réputation n'est pas arrivée. Il peut tricher, puis partir, recommencer ailleurs. C'est pour résoudre ce problème que naîtront les guildes de marchands, des associations qui garantissent leurs membres. Si un marchand de la guilde triche, la guilde entière le punit, l'expulse, et toute la guilde porte la responsabilité. Ainsi, faire affaire avec un membre de la guilde, c'est faire affaire avec toute l'organisation. La confiance devient transférable. Ces mécanismes montrent quelque chose d'important. Avant même les lois formelles, les humains inventent des règles, des façons de créer de la confiance, de punir la tricherie, de récompenser l'honnêteté. Ces règles émergent spontanément de la nécessité de coopérer. La monnaie comme règle partagée. Puis vint une invention qui changea tout, la monnaie. Au début, les échanges se faisaient par troc. Mon grain contre votre poisson, mes outils contre votre tissu. Mais le troc a un problème fondamental. Il nécessite une double coïncidence des besoins. Je veux du poisson, vous avez du poisson. Mais vous ne voulez pas de grain, vous voulez des outils. Notre échange ne peut pas avoir lieu, même si nous aurions tous les deux bénéficié. La solution fut de créer un objet intermédiaire, quelque chose que tout le monde accepte, non pas pour sa valeur d'usage, mais pour sa capacité d'échange. La monnaie. Les premières monnaies furent des marchandises. Le sel, le bétail, les coquillages, les perles, des objets relativement rares, durables, faciles à transporter, divisibles. Mais surtout, des objets dont tout le monde acceptait la valeur, non pas parce qu'il était utile à tous, mais parce que chacun savait que les autres les accepteraient. C'est ce qu'on appelle une convention. La monnaie est la règle la plus abstraite. Elle n'existe que parce que nous sommes d'accord qu'elle existe. Un coquillage n'a pas de valeur intrinsèque, il ne se mange pas, ne protège pas du froid. Mais si nous acceptons tous qu'il vaut tant de poissons ou tant de grains, alors il le vaut. Cette convention résout le problème du troc. Vous avez du poisson, je veux du poisson, mais vous ne voulez pas mon grain. Qu'à cela ne tienne, je vends mon grain à quelqu'un d'autre, contre des coquillages, puis j'achète votre poisson. Avec les coquillages, l'échange devient possible, même sans coïncidence des besoins. Mais la monnaie fait plus que faciliter l'échange. Elle crée une mesure universelle de valeur. Avant, il était difficile de comparer. Un poisson vaut-il plus qu'un outil ? Un tissu vaut-il plus que du grain ? Cela dépendait des circonstances, des besoins du moment, de la rareté relative. Mais maintenant, tout a un prix en coquillages. Un poisson vaut 3 coquillages. Un outil vaut 10 coquillages. On peut comparer, calculer, planifier. La monnaie transforme aussi la dette. Avant, les dettes étaient qualitatives. Vous m'avez aidé à construire ma maison. Je vous dois. Mais je vous dois quoi exactement ? Avec la monnaie, la dette devient précise. Vous m'avez aidé. Cela vaut 100 coquillages de travail. Je vous dois 100 coquillages. La dette est quantifiée, objectivée. Cela a des avantages. La dette peut être remboursée clairement. On sait quand on est quitte. Mais cela a aussi des inconvénients. La relation personnelle, le lien créé par la dette, se dissout dans le chiffre. Une fois remboursé, il ne reste rien. Puis,
La monnaie elle-même évolua. Des coquillages et du bétail, on passa aux métaux précieux, l'or, l'argent, le bronze. Ces métaux avaient des avantages, ils ne se dégradaient pas, pouvaient être fondus et divisés précisément, étaient universellement désirés. Puis vinrent les pièces frappées. Un roi ou une cité prenait un morceau de métal, le pesait, y gravait son sceau. Ce sceau était une garantie. Il attestait du poids, de la pureté du métal. Vous n'aviez plus besoin de peser, de tester le métal. Le sceau du roi le garantissait. Mais cela créait aussi un nouveau pouvoir. Celui qui frappe la monnaie contrôle la monnaie. Il peut décider de réduire la quantité de métal, tout en gardant la même valeur faciale. C'est ce qu'on appelle la dévaluation, une forme de vol invisible, autorisée par le pouvoir. De nombreux empires ont financé leurs guerres ainsi, en dégradant progressivement leur monnaie. Au début, une pièce contenait 10 grammes d'argent, puis 9, puis 8, mais on continuait à l'échanger comme si elle valait 10, jusqu'à ce que les gens s'en aperçoivent et que la confiance dans la monnaie s'effondre. La monnaie révèle donc quelque chose de profond. Elle est une règle, peut-être la plus fondamentale du commerce, une convention partagée qui n'existe que par notre accord collectif et qui, quand la confiance disparaît, peut s'effondrer complètement. La première loi écrite. Quelque part en Mésopotamie, il y a environ 4000 ans, un roi du nom d'Ur-Nammu fit graver des règles sur de l'argile. C'est le plus ancien code de loi que nous connaissons. Il ne s'agissait pas des premières règles, d'autres, orales, et existaient depuis longtemps, mais c'étaient les premières à être fixées, inscrites, rendues permanentes. Pourquoi écrire les lois ? L'écriture fait quelque chose de particulier. Elle fige, elle rend visible, elle permet la transmission exacte. Une loi orale peut changer, chaque conteur peut l'adapter, la mémoire peut la déformer. Mais une loi écrite, elle reste identique à elle-même, consultable par tous ceux qui savent lire. Le code d'Ur-Nammu est simple. Il traite de situations concrètes, des prix à payer pour différentes offenses, des règles concernant le mariage, les terres, les esclaves. Si un homme en tue un autre, il doit payer tant de cycles d'argent à la famille. Si quelqu'un blesse quelqu'un d'autre, une compensation différente. Si une femme est répudiée, elle reçoit tel montant. Ces règles semblent simples, presque évidentes, mais elles accomplissent quelque chose de révolutionnaire. Elles créent de la prévisibilité. Avant, quand un conflit survenait, vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Cela dépendait de qui jugeait, de son humeur, de votre position sociale, de 1000 facteurs invisibles. Maintenant, la règle est claire, fixée, connue à l'avance. Si vous tuez quelqu'un, voici ce qui arrivera. Si vous volez, en voici la conséquence. Cette prévisibilité change tout. Elle permet de planifier, de calculer, de décider en connaissance de cause. Un marchand sait maintenant ce qui se passera si un contrat est rompu. Il peut donc prendre des risques mesurés, faire confiance à des étrangers, parce qu'il y a un filet de sécurité. Un agriculteur sait que sa terre lui appartient selon des règles claires. Il peut donc investir dans son amélioration, planter des arbres qui mettront des années à pousser, parce qu'il sait que personne ne pourra la lui prendre arbitrairement. Plus tard, le code d'Hammurabi, roi de Babylone, en devint célèbre. Gravé sur une stèle de basalte noir, exposé publiquement, visible par tous. 282 lois, couvrant presque tous les aspects de la vie sociale. Certaines nous semblent sévères aujourd'hui. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais dans le contexte de l'époque, c'était une limitation. Avant, une offense pouvait déclencher une vendetta sans fin, une famille entière massacrée pour venger un membre. La loi du talion disait « La vengeance doit être proportionnelle, pas plus. Un œil pour un œil, mais pas une vie pour un œil. » Ces codes anciens nous montrent quelque chose d'important. Les lois ne tombent pas du ciel,
Elles émergent des besoins pratiques, des conflits réels, des questions qui se posent quotidiennement. Et une fois écrites, elles commencent à vivre leur propre vie. Elles deviennent une référence, un cadre, quelque chose de plus grand que celui qui les a écrites. La dette comme mémoire. Ainsi, parallèlement aux lois, une autre invention prenait forme, l'écriture de la dette. Les plus anciennes traces d'écriture que nous possédons ne sont pas des poèmes, ni des prières, ni des récits héroïques. Ce sont des contes, des tablettes d'argile sumérienne, vieilles de 5000 ans, couvertes de marques cunéiformes. Tant de jarres d'huile, tant de mesures de grains, remis par ontel à ontel. Pourquoi l'écriture naît-elle avec la comptabilité ? Parce que la dette pose un problème fondamental de mémoire. Dans un petit groupe, on se souvient qui a aidé qui doit quoi. Mais quand les échanges se multiplient, quand les sociétés grandissent, quand le temps passe, la mémoire ne suffit plus. Imaginez un temple qui reçoit des offrandes de centaines de fidèles, grains, huile, bétail, tissus. Le temple redistribue ensuite ses ressources aux prêtres, aux travailleurs, aux pauvres. Comment garder la trace de ce qui entre, de ce qui sort, de ce qui reste ? Impossible sans écriture. Les premiers scribes n'étaient pas des poètes, c'étaient des comptables. Leur travail consistait à transformer les flux invisibles en marques visibles, permanentes. Une jarre d'huile devient un signe sur l'argile, un signe qui persiste, même quand l'huile est consommée, même quand celui qui l'a donnée est mort. Cette transformation est extraordinaire. Elle crée ce qu'on pourrait appeler une mémoire externe. Avant, où la dette vivait dans les têtes, dans les relations, dans le regard. Maintenant, elle vit dans la tablette, indépendante de la mémoire humaine, consultable, vérifiable. Et quelque chose d'étrange se produit. La dette devient abstraite. Dans le petit groupe, la dette était personnelle. C'était le souvenir d'un geste, d'une aide reçue, d'un lien créé. Un tel m'a aidé à construire ma maison. Je lui dois, non pas une somme précise, mais de la reconnaissance, de la disponibilité future. La dette était qualitative, floue, vivante. Mais la dette écrite est quantitative. Elle se mesure en jarres d'huile, en cycles d'argent, en boisseaux de grains. Elle devient un nombre, froid, précis, impersonnel. Et ce nombre peut être transféré. Si un tel me doit 10 cycles et que je dois 10 cycles à une autre, alors un tel peut payer directement une autre sans que je sois impliqué. La dette circule indépendamment des personnes, comme une entité autonome. C'est le début de quelque chose d'immense, le début de l'économie abstraite, où les chiffres prennent leur propre vie, où les relations humaines deviennent des calculs. Mais c'est aussi ce qui permet aux sociétés de croître, parce qu'on peut maintenant faire confiance au système, plutôt qu'aux personnes. Je n'ai pas besoin de te connaître. Si ta dette est inscrite, si elle peut être vérifiée, si elle est reconnue par l'autorité, alors je peux te faire crédit. La dette qui relie. Pourtant, la dette n'est pas qu'un calcul, elle reste aussi un lien. Les anthropologues, qui ont étudié différentes sociétés, des plus anciennes aux plus modernes, ont découvert quelque chose de fascinant. Dans presque toutes les cultures, la dette fonctionne comme un tissu social. Ce qui crée du lien, ce n'est pas tant l'échange égal que le déséquilibre maintenu. Imaginez deux personnes qui échangent toujours exactement, de manière parfaitement équilibrée. Je te donne ceci, tu me donnes immédiatement cela d'égale valeur, nous sommes quittes. Ce type d'échange ne crée pas vraiment de relation. C'est une transaction froide, finale. Une fois l'échange fait, nous n'avons plus de raison de nous revoir. Mais imaginez maintenant, je te donne quelque chose, tu ne me rends pas immédiatement l'équivalent, tu me dois. Cette dette crée un lien, invisible mais réel.
Nous sommes maintenant en relation. Tu penses à moi. Tu te souviens de ce que je t'ai donné. Tu attends l'occasion de rendre. Et quand tu rends, peut-être que tu donneras un peu plus pour marquer ta générosité. Alors c'est moi qui te dois. Et le cycle continue. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'échange de dons fonctionne ainsi. On ne cherche pas l'équilibre parfait, on cherche la relation continue. Le fait de en donner crée une obligation. Mais cette obligation n'est pas une contrainte, c'est un lien. Elle dit « Nous sommes connectés, je me souviens de toi, tu comptes pour moi ». Marcel Mauss, anthropologue français du début du XXe siècle, a étudié ce qu'il appelait le don et le contre-don. Dans certaines sociétés du Pacifique, les objets circulent continuellement. Des colliers, des bracelets, des outils précieux. Ces objets voyagent d'île en île. Chacun les reçoit, les garde un temps, puis les transmet. Ce qui compte n'est pas la possession, mais la participation au réseau. Donner un collier à quelqu'un sur une autre île, c'est créer une alliance, c'est se lier. Et cette personne donnera à son tour, pas immédiatement, pas nécessairement à vous, mais à quelqu'un d'autre dans le réseau. Ainsi, des îles séparées par des centaines de kilomètres d'océan sont reliées par ces flux de dons, par ces dettes mutuelles. La dette, dans ce contexte, n'est pas un fardeau. Elle est ce qui tisse la communauté, ce qui empêche l'isolement, ce qui maintient les relations vivantes. Même dans nos sociétés modernes, cette dimension persiste. Pensez aux cadeaux que nous offrons. Quand quelqu'un vous invite à dîner, vous vous sentez redevable, non pas d'une dette financière précise, mais d'une dette sociale. Vous devrez à votre tour inviter ou offrir quelque chose ou aider quand l'occasion se présentera. Cette réciprocité maintient l'amitié. Si l'un de vous cessait de participer, s'il prenait toujours sans jamais donner, ou s'il rendait toujours immédiatement de manière exacte, la relation s'effilocherait. La dette sociale fonctionne différemment de la dette économique. Elle est floue, non mesurable, jamais vraiment soldée. Et c'est justement parce qu'elle n'est jamais soldée qu'elle crée du lien durable. L'héritage et la dette aux morts. Il existe une forme particulière de dette dont nous parlons rarement. La dette envers ceux qui ne sont plus là. Vous êtes né dans un monde que vous n'avez pas construit, les routes que vous empruntez, les maisons où vous vivez, les livres que vous lisez, les institutions qui vous protègent. Tout cela a et été créé par ceux qui vous ont précédés, vos parents, vos grands-parents, des générations d'inconnus. Vous héritez de leur travail, mais qu'est-ce que l'héritage, sinon une dette particulière qu'on ne peut jamais rembourser à celui qui a donné parce qu'il est mort. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, cette dette est centrale. Le culte des ancêtres n'est pas qu'une pratique religieuse, c'est une reconnaissance de ce que nous leur devons. Ils ont défriché les terres, construit les villages, transmis les savoirs. Sans eux, nous ne serions rien. Et cette dette ne se rembourse pas. En donnant aux morts, on ne peut rien leur donner. Elle se rembourse en donnant à ceux qui viennent après nous, en transmettant à notre tour, en construisant pour les générations futures, en préservant ce qui nous a été légué. C'est ce qu'on appelle parfois la dette transgénérationnelle. Chaque génération reçoit de la précédente et transmet à la suivante. C'est une chaîne ininterrompue qui traverse le temps. Mais notre époque a rompu quelque chose. Dans cette chaîne, nous consommons plus que nous ne transmettons. Nous utilisons des ressources nous ne renouvelons pas. Nous créons des dettes financières que nos enfants devront payer. Nous dégradons l'environnement que nous leur laissons. C'est une inversion étrange. Au lieu de donner à nos descendants, nous leur prenons. Au lieu de leur transmettre un monde meilleur, nous leur transmettons nos problèmes. Cette dette envers le futur est peut-être la plus importante parce qu'elle concerne ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les générations futures
n'ont pas de voix dans nos décisions, pas de vote, pas de pouvoir. Pourtant, nos choix les affectent profondément. Certains philosophes, comme Hans Jonas, ont proposé une éthique de la responsabilité, l'idée que nous devons agir comme si les générations futures étaient les présentes, que nous devons nous demander non seulement ce qui est bon pour nous, mais ce qui sera bon pour eux, que nous leur devons un monde habitable. Cette dette aux morts et aux non-nés est invisible. Personne ne vous poursuit en justice. Si vous ne la reconnaissez pas, aucun créancier ne frappe à votre porte, mais elle est réelle et peut-être plus contraignante moralement que toutes les dettes écrites. Ok, quand la dette devient fardeau. Mais la dette a aussi un autre visage, plus sombre. Quand les sociétés se complexifient, quand l'argent apparaît, quand les dettes s'écrivent et se calculent précisément, la dette peut devenir un poids, une chaîne. Dans la Mésopotamie antique, des textes parlent de dettes impayées, d'intérêts qui s'accumulent, de familles réduites à vendre leurs enfants en esclavage pour rembourser. Un agriculteur emprunte du grain pour les semailles, l'année est mauvaise, la récolte insuffisante. Il ne peut pas rembourser, la dette augmente, les intérêts. On s'ajoute, l'année suivante, il emprunte encore, pour survivre, pour ensemencer. Et le cycle s'approfondit. Certains rois, conscients du danger, proclamaient des annulations générales de dettes, une sorte de remise à zéro. Tous les 10 ans, ou lors de l'accession au trône, un décret effaçait toutes les dettes, libérait les esclaves pour dettes, rendait les terres saisies. Ces jubilés, comme on les appelle parfois, empêchaient l'accumulation excessive, évitaient que toute la richesse ne se concentre, permettaient à la société de respirer. Mais pourquoi ces annulations étaient-elles nécessaires ? Parce que la dette, en une fois écrite et calculée, tend naturellement à croître. Un prêt avec intérêt, si les intérêts s'ajoutent au capital et que de nouveaux intérêts se calculent sur ce total, la dette peut doubler en quelques années, même si le débiteur paye régulièrement. C'est la logique de l'intérêt composé, une logique mathématique implacable qui ne tient pas compte des réalités humaines. Et voilà le paradoxe. La dette qui relie peut aussi asservir. Le lien peut devenir chaîne. La mémoire peut devenir prison. L'obligation peut devenir écrasement. Dans de nombreuses sociétés, on trouve cette ambivalence. Des règles pour limiter la dette, des interdictions en l'usure excessive, des protections pour les débiteurs. Dans la loi juive ancienne, tous les 7 ans, les dettes devaient être annulées. C'était la Shemitah. L'idée était que personne ne devait porter éternellement le poids d'une dette, que la société devait périodiquement se réinitialiser. Dans l'islam, l'intérêt sur les prêts, ce qu'on appelle le riba, est interdit. Un prêt doit être gratuit. Ou alors, mais ce n'est pas un prêt mais un investissement, avec partage des profits et des pertes. L'idée est que l'argent ne doit pas générer de l'argent automatiquement, qu'il doit être lié à un travail réel, à une création de valeur. Ces règles religieuses révèlent une sagesse ancienne. Elles reconnaissent que la dette abstraite, la dette purement numérique, peut devenir destructrice, qu'elle doit être encadrée, limitée, humanisée. Sinon, elle dévore ceux qu'elle était censée aider. Le serment et le sacré. Parallèlement aux lois écrites et aux dettes enregistrées, une troisième invention émergeait, le serment formalisé. Qu'est-ce qu'un serment ? C'est une parole qui engage au-delà de l'instant. Ce n'est pas une simple promesse, c'est quelque chose de plus fort, de plus contraignant, parce que le serment fait appel à quelque chose de plus grand que soi. Dans presque toutes les cultures, le serment implique les dieux, ou les ancêtres, ou quelques forces sacrées. On jure sur quelque chose, sur un nom de Dieu, sur la tête de ses enfants, sur un objet sacré. Ce qui transforme la promesse en serment, c'est cette invocation d'un témoin supérieur. Dans la Grèce antique,
Les serments étaient pris très au sérieux. On jurait par les dieux de l'Olympe, par le Styx, hors le fleuve des enfers. Même les dieux eux-mêmes, quand ils prêtaient serment par le Styx, ne pouvaient le rompre sans conséquences terribles. Le parjure, le fait de briser un serment, était considéré comme une des pires transgressions, pire que le vol, pire que la violence, parce que le parjure brise la confiance et rend impossible toute vie sociale. Pourquoi le serment est-il si puissant ? Parce qu'il transforme la parole en acte. Dans la vie quotidienne, les mots sont légers, on peut se tromper, changer d'avis, se rétracter, mais le serment fige la parole, il la rend irrévocable. Une fois prononcé, le serment devient en réalité qui s'impose. Dans les sociétés où l'écriture n'existe pas encore, ou chez ceux qui ne savent pas lire, le serment est la forme la plus forte de contrat. Deux marchands concluent un accord, ils le scellent par un serment mutuel, devant témoins. Les témoins se souviendront. Mais surtout, les dieux ont entendu. Et si l'un des deux trahit, il ne devra pas rendre des comptes seulement aux hommes, mais aux puissances invisibles. Cette peur du sacré, cette crainte de la colère divine rendait le serment fiable, même quand personne ne surveille, même quand on pourrait trahir sans être vu. Le serment continue de lier, parce que les dieux voient tout. Les anthropologues ont observé que dans les sociétés où la religion est forte, les serments fonctionnent mieux, non pas parce que les gens sont plus moraux, mais parce qu'ils croient vraiment aux conséquences surnaturelles. Si vous croyez que briser un serment apportera la malédiction sur votre famille, provoquera votre mort prématurée, damnera votre âme, alors vous hésiterez fortement avant de le briser. Le serment externalise la contrainte, il fait appel à une force supérieure à la volonté individuelle. Les rituels du serment. Le serment, à travers les cultures, n'était jamais une simple parole. C'était un rituel. Dans la Rome antique, quand deux parties concluaient un accord important, elles sacrifiaient un animal, un porc le plus souvent. Les parties se tenaient de chaque côté. Pendant que le prêtre égorgeait la bête, le sang coulait entre elles, et chacune jurait, en prenant les dieux à témoin. Le message était clair, que mon sang coule comme celui de cet animal si je brise ce serment. Chez les Vikings, les serments se prêtaient sur l'anneau sacré, un anneau gardé dans le temple, consacré aux dieux. On plaçait la main sur l'anneau et on prononçait les mots. Briser un tel serment, c'était offenser les dieux directement. Le parjure devenait Nithing, moins qu'un homme, expulsé de la société. En Chine ancienne, les serments d'allégeance entre un seigneur et ses vassaux se scellaient en buvant du sang. Chaque partie se coupait le doigt, laissait couler quelques gouttes dans une coupe de vin, puis tous buvaient. Le sang mêlé symbolisait que vous étiez désormais liés comme des frères. Trahir ce serment, c'était trahir votre propre sang. Chez les peuples amérindiens, le calumet de la paix servait à sceller les accords. Les chefs fumaient ensemble. La fumée montait vers le ciel, portant le serment aux esprits. Les esprits devenaient témoins et gardiens de la promesse. Tous ces rituels avaient une fonction. Ils rendaient le serment mémorable. Ce n'étaient pas des mots prononcés à la légère, mais un événement marquant. Le sang, la fumée, l'animal sacrifié, l'anneau sacré, tout cela gravait le moment dans la mémoire. On ne pouvait pas prétendre avoir oublié, on ne pouvait pas dire que c'était sans importance. Il créait aussi des témoins, les dieux, les esprits, les ancêtres, mais aussi les humains, en présent. Un serment n'était jamais privé, il se prononçait toujours devant d'autres. Ces témoins portaient la mémoire et la responsabilité de rappeler le serment, si l'une des parties oubliait. Enfin, ils engageaient quelque chose de profond. En risquant le sang, en invoquant les dieux, en mêlant les souffles, vous engagiez plus que votre parole.
vous engagiez votre être, votre honneur, votre âme même. Dans les sociétés modernes, ces rituels ont largement disparu. Nous signons des contrats sur du papier avec un stylo. C'est beaucoup moins impressionnant, mais quelque chose persiste. La signature elle-même est un rituel. Elle transforme un document ordinaire en document légalement contraignant. Et dans certains contextes importants, des rituels subsistent. Le serment du « à président », la main sur la Constitution ou sur la Bible, le serment du témoin au tribunal, la main levée, le mariage, avec ses vœux prononcés publiquement, devant témoins. Ces moments conservent quelque chose de la solennité ancienne. Parce que nous sentons, même dans notre monde désenchanté, que certains engagements nécessitent ne plus qu'une simple parole. Ils nécessitent un rituel, un moment marqué, une gravité, pour que nous prenions vraiment conscience de ce que nous promettons. Le serment sécularisé. Mais que se passe-t-il quand la croyance en s'affaiblit, quand on ne croit plus vraiment au Dieu ou à la malédiction divine? Comment le serment peut-il encore fonctionner? Les sociétés modernes ont trouvé une solution. Elles ont sécularisé le serment, tout en maintenant sa solennité. Dans un tribunal aujourd'hui, on demande aux témoins de jurer de dire la vérité. Certains jurent encore sur la Bible ou un autre texte sacré, mais d'autres prononcent une simple affirmation solennelle. Ce qui rend le serment contraignant, ce n'est plus la peur de Dieu, c'est la loi humaine. Si vous mentez sous serment, vous commettez un parjure, un crime puni par la loi. Le serment a été transféré du sacré religieux au sacré civique. On ne jure plus devant Dieu, mais devant la République, devant la justice, devant l'État. Ces entités abstraites ont remplacé les dieux comme garants du serment. Quand un président prête serment, il ne jure pas devant un temple, mais devant la Constitution. La Constitution devient l'objet sacré, le texte intouchable, la référence ultime. Et briser ce serment n'entraîne peut-être plus la damnation éternelle, mais la destitution, la honte publique, la fin de la carrière politique. Ce transfert est fascinant. Il montre que le serment a besoin de sacré, mais que le sacré peut changer. De nature, il ne s'agit plus nécessairement de religion, mais de ce qu'une société considère comme inviolable. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, la Constitution, pour d'autres encore, l'honneur personnel. Mais il faut quelque chose qui pèse assez lourd pour ancrer la parole. La propriété comme fiction. Les lois, les dettes, les serments, tous ont quelque chose en commun. Ils créent des réalités invisibles qui pourtant organisent profondément nos vies. Prenons la propriété. Qu'est-ce que posséder quelque chose? À un niveau physique, posséder signifie simplement contrôler. Cette pomme est dans ma main. Je la possède au sens où je peux la manger, vous empêcher de la prendre. Mais ce type de possession est limité. Si je dors, si je m'éloigne, si vous êtes plus fort que moi, vous pouvez prendre la pomme. La propriété véritable, celle qui persiste même quand je ne suis pas là, même quand je dors, même contre quelqu'un de plus fort. Cette propriété-là n'est pas physique, elle est sociale. Elle existe parce que nous nous accordons tous à reconnaître qu'elle existe. Votre maison vous appartient, non pas parce que vous êtes physiquement à l'intérieur tout le temps, mais parce que nous acceptons collectivement que c'est votre maison. Si un étranger entre sans permission, ce n'est pas vous seul qui réagissez, c'est la société entière. La police viendra, les juges statueront, les voisins témoigneront. Tous reconnaissent votre droit. Mais d'où vient ce droit? Il vient d'un système de règles partagées, des lois qui définissent ce qu'est la propriété, comment on l'acquiert, comment on la transmet, comment on la protège. Ces lois sont des fictions, au sens où elles n'existent pas dans la nature.
elles n'ont rien de physique, mais elles sont puissantes, parce que nous agissons comme si elles existaient. L'historien Yuval Noah Harari parle de réalité imaginée, des choses qui n'existent que dans nos têtes, mais qui, parce que nous y croyons tous, deviennent réelles dans leurs effets. L'argent en est un exemple parfait. Un billet de banque n'a pas de valeur intrinsèque, c'est du papier imprimé. Sa valeur vient uniquement du fait que nous acceptons tous de croire qu'il en a. Si demain tout le monde cessait de croire, le billet redeviendrait du simple papier. Les lois fonctionnent de la même manière. Une loi qui dit « ceci est interdit » n'empêche rien physiquement. Elle crée une interdiction sociale. Nous nous retenons de faire la chose interdite, non pas parce que c'est physiquement impossible, mais parce que nous savons qu'il y aura des conséquences. Et ces conséquences existent parce que nous avons collectivement décidé qu'elles existeraient. C'est vertigineux quand on y pense. Toute notre société repose sur ces fictions partagées. Les entreprises sont des fictions. Les nations sont des fictions. Les droits sont des fictions. Mais ce sont des fictions efficaces. Elles nous permettent de coopérer à grande échelle, de faire confiance à des étrangers, de construire des choses qui dépassent une vie humaine. Et les règles, les lois, les dettes, les serments sont les outils qui maintiennent ces fictions vivantes. Ils transforment l'imaginaire en réel, le virtuel en contrainte, le Xiandi, un symbole en force. Qui fait les règles? Mais si les règles sont des créations humaines, si elles ne descendent pas du ciel, alors une question cruciale se pose. Qui a le pouvoir de les créer? Dans les sociétés les plus anciennes, les règles émergent souvent de la coutume. Personne ne les a vraiment inventées. Elles se sont formées progressivement, à travers les générations. On a toujours fait comme ça. Cette phrase porte un poids immense. Elle dit que la règle vient du passé, qu'elle a été testée, qu'elle a survécu, et donc, probablement, qu'elle a une raison d'être. Mais quand les sociétés se structurent, quand apparaissent des hiérarchies, des chefs, des rois, des assemblées, le pouvoir de faire les règles devient explicite, et avec lui, une question de légitimité. Dans de nombreuses monarchies anciennes, le roi prétendait tenir son pouvoir des dieux. Il n'était pas juste un homme puissant, il était l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Quand il édictait une loi, ce n'était pas sa volonté personnelle, c'était la volonté divine transmise à travers lui. Cette fiction rendait les lois sacrées, intouchables, irrévocables. Le code d'Hammurabi commence par une longue introduction, où le roi explique que les dieux l'ont choisi, lui ont confié la mission d'établir la justice. Les lois qui suivent ne sont donc pas les siennes, elles viennent d'en haut. Cette légitimation divine protège les lois contre le changement arbitraire, contre la contestation. Mais elle pose aussi un problème. Si les lois viennent des dieux, elles ne peuvent pas être modifiées facilement, même quand elles deviennent inadaptées, même quand la société change. Les lois divines sont censées être éternelles. D'autres sociétés ont trouvé des solutions différentes. Dans la Grèce antique, à Athènes notamment, l'idée émerge que les citoyens eux-mêmes peuvent faire les lois. L'assemblée se réunit, les hommes libres débattent, votent, décident. Les lois ne descendent plus du ciel, elles montent de la place publique. C'est une révolution, un conceptuel immense. Elle implique que les lois sont humaines, faillibles, modifiables, et surtout, qu'elles doivent servir les citoyens, pas les dominer. Le peuple n'est plus soumis à la loi, il en est l'auteur. Mais cette idée démocratique pose ses propres problèmes. Si la majorité peut changer les lois, qu'est-ce qui empêche la tyrannie de la majorité? Si 51% décident d'opprimer les 49 autres, si la loi devient simplement l'expression de la force du nombre, alors elle perd sa fonction de protection, de justice. Les penseurs grecs étaient conscients de ce danger. Platon se méfiait de la démocratie.
précisément pour cette raison. Il craignait que le peuple, à mal informé, manipulé par les démagogues, prenne de mauvaises décisions. Il imaginait plutôt un gouvernement des sages, des philosophes rois, qui comprendraient le bien et légiféreraient en conséquence. Mais qui décide qui est sage, et comment éviter que ces sages ne deviennent des tyrans? Ces questions traversent toute l'histoire politique. Monarchie divine, aristocratie, démocratie, république. Chaque système propose une réponse différente à la question du pouvoir législatif. Mais tous reconnaissent la même nécessité, qu'il faut des règles, que ces règles doivent avoir une légitimité, que cette légitimité doit être reconnue par ceux qui sont soumis aux règles. Sinon, les règles restent lettres mortes ou ne tiennent que par la force brute. L'équilibre fragile. Les sociétés fonctionnent grâce à un équilibre délicat, entre trop de règles et pas assez. Trop peu de règles et c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, le plus fort domine, le plus rusé trompe, la confiance disparaît. Il devient impossible de coopérer, de planifier, de construire. La société se fragmente, en clans rivaux, en conflits permanents. Mais trop de règles, et c'est l'étouffement. Chaque geste est codifié, chaque action nécessite une permission. L'initiative est découragée. Les gens passent leur temps à vérifier qu'ils sont en conformité, à remplir des formulaires, à attendre des autorisations. La créativité meurt, l'innovation devient impossible, la vie se bureaucratise. Les sociétés les plus réussies trouvent un équilibre. Assez de règles pour créer de l'ordre, de la prévisibilité, de la confiance, mais pas trop, pour laisser de l'espace à l'adaptation, à la flexibilité, à la liberté individuelle. Cet équilibre n'est jamais fixe. Il doit être constamment ajusté quand la société change, quand de nouvelles technologies apparaissent, quand de nouveaux problèmes émergent. Les anciennes règles peuvent devenir inadaptées. Une loi qui avait du sens il y a 100 ans peut devenir absurde aujourd'hui. Ou au contraire, un comportement autrefois acceptable peut devenir problématique dans le nouveau contexte. Les sociétés ont développé différents mécanismes pour adapter leurs règles. La révision législative, les référendums, les décisions de justice qui réinterprètent, les coutumes qui évoluent lentement. Mais tous ces mécanismes sont délicats. Changer trop vite et on crée de l'instabilité. Les gens ne savent plus à quoi s'attendre. Changer trop lentement et les règles deviennent obsolètes, déconnectées de la réalité. Il y a aussi une tension entre stabilité et justice. Parfois, les règles établies sont injustes. Elles favorisent certains groupes au détriment d'autres. Elles perpétuent des inégalités, des discriminations. Faut-il les maintenir au nom de la stabilité ou les changer au nom de la justice? Cette question a animé d'innombrables révolutions. Des esclaves qui se rebellent contre les lois qui les asservissent, des femmes qui réclament des droits qu'on leur refuse, des minorités qui contestent des discriminations légales. À chaque fois, il y a un conflit entre ceux qui disent « la loi est la loi » et ceux qui répondent « mais la loi est injuste », entre l'ordre établi et la justice réclamée. Ce conflit n'a pas de solution simple, parce qu'il touche à des valeurs fondamentales qui peuvent entrer en tension. La stabilité n'est pas un mal en soi, elle permet la paix, la prévisibilité, la confiance. Mais la justice non plus n'est pas négociable, elle touche à la dignité humaine, au respect, à l'équité. Et parfois, en obtenir plus de justice nécessite de perturber la stabilité. Les règles non écrites. À côté des lois formelles, existent d'autres règles, celles qu'on n'écrit jamais, mais que tout le monde connaît. Les normes sociales. Comment se comporter dans un ascenseur? On ne se retourne pas face aux autres, on regarde les numéros, on reste silencieux. Personne ne vous a enseigné cela explicitement, pourtant vous le savez. Et si quelqu'un entre dans un ascenseur, se retourne face aux autres, les fixe en silence,
tout le monde se sent mal à l'aise. Aucune loi n'a été violée, mais une règle implicite, si... Ces normes informelles sont partout. Comment on salue? À quelle distance on se tient les uns des autres? Quand c'est s'approprier de regarder quelqu'un dans les yeux? Comment on s'habille selon les occasions? Quand on peut interrompre quelqu'un? Comment on exprime son désaccord poliment? Toutes ces règles varient selon les cultures, mais dans chaque culture, elles existent et elles sont puissantes. Violer une norme sociale n'entraîne pas de sanction légale, mais cela entraîne une sanction sociale. Les regards désapprobateurs, les murmures, l'exclusion subtile, être mis à l'écart, évité, considéré comme bizarre. Pour les humains et créatures sociales, cette sanction peut être aussi puissante que la prison. Les sociologues distinguent deux types de normes. Les mœurs, qui sont les normes fondamentales, celles dont la violation choque profondément, et les usages, qui sont les conventions plus légères, qu'on peut enfreindre sans conséquences graves. Tuer quelqu'un viole les mœurs, porter des chaussettes dépareillées viole simplement un usage. Mais la frontière n'est pas toujours claire, et elle évolue. Il y a un siècle dans certaines sociétés, une femme qui montrait ses chevilles commettait une transgression majeure. Aujourd'hui, c'est un non-sujet. Les normes se déplacent, s'assouplissent ou se renforcent, selon les époques, selon les lieux. Ce qui était fascinant, c'est que ces règles informelles peuvent être plus contraignantes que les lois. Il est légal de manger un sandwich dans le métro, mais si vous mangez quelque chose de très odorant, vous sentirez le poids des regards autour de vous. Vous n'avez violé aucune loi, mais vous avez enfreint une norme. Et cette pression sociale suffit souvent à nous faire conformer. Les normes informelles ont un avantage. Elles sont flexibles. Elles s'adaptent rapidement aux changements, sans nécessité de processus législatif. Quand une nouvelle technologie apparaît, les normes d'usage se forment spontanément. Au début des téléphones portables, personne ne savait comment les utiliser en public. Puis, progressivement, des normes émergèrent. Ne pas téléphoner dans un restaurant chic, ne pas parler trop fort dans le train, ne pas regarder l'écran de quelqu'un d'autre par-dessus son épaule. Ces règles ne furent jamais écrites. Elles se formèrent par tâtonnement, par imitation, par ajustement mutuel. Mais les normes informelles ont aussi un inconvénient. Elles peuvent être conservatrices. Elles peuvent maintenir des préjugés, des discriminations, des injustices. Longtemps après que les lois ont changé, les normes sociales peuvent persister. Vous avez le droit légal de faire quelque chose, mais socialement, on vous regarde de travers. Changer les lois est difficile, mais changer les mentalités peut l'être encore plus. Le contrat social. Les philosophes des Lumières ont proposé une idée, l'idée du contrat social. Imaginez un état de nature. Avant toute société organisée, les humains y vivent libres, mais vulnérables. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais chacun est aussi exposé à la violence des autres. Comme le disait Hobbes, la vie y serait solitaire, pauvre, déplaisante, brutale et courte. Alors, selon cette théorie, les humains passent un accord. Ils acceptent de renoncer à une partie de leur liberté, en échange de sécurité. Chacun abandonne le droit de tout faire, à condition que les autres fassent de même. Et tous ensemble, ils créent une autorité, un État, chargé de faire respecter les règles communes. C'est le contrat social, non pas un contrat réel, signé à un moment historique précis, mais une métaphore pour comprendre la légitimité de l'autorité politique. Rousseau raffinera cette idée. Pour lui, le contrat social ne crée pas seulement un État, il crée une volonté générale. Cette volonté n'est pas simplement la somme des volontés individuelles, c'est quelque chose de différent. C'est ce qui est bon pour la communauté dans son ensemble, même si cela peut contrarier certains individus. Les lois justes sont celles qui expriment cette volonté générale. Mais comment connaître la volonté générale? C'est toute la difficulté. Rousseau pensait qu'elle émergerait si tous les citoyens étaient vertueux,
informés, préoccupés par le bien commun. Mais dans la réalité, les gens sont souvent mal informés, égoïstes, manipulés par des intérêts particuliers. La volonté générale devient alors difficile à discerner. Malgré ses limites, l'idée du contrat social a été influente. Elle suggère que l'autorité politique tire sa légitimité du consentement des gouvernés. Les règles ne sont justes que si ceux qui y sont soumis ont pu participer à leur élaboration. Cette idée sous-tend les démocraties modernes. Mais elle soulève une question. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais consenti ? Vous êtes né dans une société avec ses lois déjà établies. Vous n'avez jamais signé ce contrat. Alors pourquoi devriez-vous être lié par lui ? Certains répondent que votre consentement est ou tacite, en restant dans la société, en bénéficiant de ses services, en participant à sa vie. Vous acceptez implicitement ses règles. Mais cette réponse satisfait-elle vraiment ? Qu'en est-il de ceux qui voudraient partir, mais ne le peuvent pas ? Qu'en est-il des plus vulnérables, qui n'ont pas vraiment le choix ? Le contrat social reste une fiction utile. Il nous aide à penser les fondements de la société, à questionner la légitimité du pouvoir, à imaginer un ordre politique juste. Mais comme toute fiction, il ne doit pas être confondu avec la réalité. La justice et l'équité. Au cœur de toute règle se trouve une question de justice. Mais qu'est-ce que la justice ? Pour certains, c'est l'égalité stricte. Tout le monde doit être traité exactement de la même manière, mêmes droits, mêmes devoirs, mêmes opportunités. Devant la loi, où tous sont égaux. Cette conception a du sens. Elle empêche l'arbitraire, les privilèges, les discriminations. Mais l'égalité stricte peut aussi être injuste. Imaginez deux personnes, l'une en bonne santé, l'autre handicapée, les traiter exactement de la même manière. C'est ignorer leurs différences de situation. La personne handicapée a besoin d'adaptation, de rampes d'accès, d'aide. Lui refuser cela au nom de l'égalité, c'est créer une injustice. Alors émerge une autre conception, l'équité. Traiter chacun selon ses besoins, selon sa situation. Donner plus à ceux qui en ont plus besoin pour rétablir un équilibre. C'est le principe de la discrimination positive, des aides sociales, de la progressivité de l'impôt. Mais l'équité soulève ses propres questions. Qui décide de ce qui est équitable ? Si on aide davantage certains, les autres ne vont-ils pas se sentir lésés ? Où placer la limite ? Le philosophe John Rawls a proposé une expérience de pensée. Imaginez que vous devez choisir les règles d'une société, mais derrière un voile d'ignorance. Vous ne savez pas quelle sera votre position dans cette société. Vous pourriez naître riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, intelligent ou moins doué, membre de la majorité ou d'une minorité. Quelles règles choisiriez-vous ? Rawls suggère que dans ce cas, vous choisiriez des règles justes. Parce que vous pourriez vous retrouver dans la pire position. Vous voudriez que cette position soit la moins mauvaise possible. Vous accepteriez les inégalités seulement si elles profitent aussi aux plus défavorisés. Par exemple, permettre que certains gagnent plus. Si cela incite à l'innovation et que cette innovation améliore finalement la vie de tous. Cette théorie est élégante, mais elle reste théorique. Dans la réalité, et nous ne sommes pas derrière un voile d'ignorance, nous savons qui nous sommes, quelle est notre position, et cette connaissance influence notre jugement. Les riches tendent à penser que les inégalités sont justifiées, qu'elles reflètent le mérite, l'effort. Les pauvres tendent à penser que le système est injuste, qu'il favorise les privilégiés. Chacun voit la justice de son point de vue. C'est pourquoi définir des règles justes est un processus politique difficile. Il nécessite le dialogue, le compromis, la prise en compte de perspectives multiples. Et même alors, aucune solution ne satisfera tout le monde.
plus grand que les règles et la liberté. Il y a une tension apparente entre les règles et la liberté. Les règles contraignent, elles disent ce qu'on peut et ne peut pas faire, elles limitent nos choix. Alors ne serions-nous pas plus libres sans elles ? C'est l'argument anarchiste. Abolir toute autorité, toute règle imposée d'en haut, laisser chacun vivre selon sa propre volonté. Dans cette vision, les règles sont toujours oppressives, elles servent les puissants, maintiennent les hiérarchies. La vraie liberté nécessiterait leur disparition. Mais paradoxalement, l'absence de règles peut créer moins de liberté. Oh, sans règles qui protègent, sans lois qui garantissent des droits, seuls les plus forts sont vraiment libres. Celui qui a la force physique, l'argent, les armes, peut faire ce qu'il veut, mais les faibles, les vulnérables, sont à la merci. Les règles, et quand elles sont justes, créent en fait de la liberté. Elles empêchent les puissants d'abuser, elles protègent les droits de chacun, elles créent un espace où tous peuvent agir. Sans règles de circulation, les routes seraient le chaos. Personne ne pourrait circuler librement. Avec des règles claires, tout le monde peut se déplacer en sécurité. Le philosophe Isaiah Berlin distinguait deux conceptions de la liberté. La liberté négative, c'est l'absence d'interférence. Personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez. La liberté positive, c'est la capacité réelle d'agir, de réaliser vos projets, d'être maître de votre vie. Les règles peuvent limiter la liberté en négative. Elles vous interdisent certaines choses, mais elles peuvent augmenter la liberté positive en créant les conditions pour que vous puissiez agir. Une loi qui interdit le vol limite votre liberté négative de voler, mais elle augmente votre liberté positive. Vous pouvez posséder des choses sans craindre qu'on vous les prenne. Vous pouvez donc investir, construire, planifier pour l'avenir. La question n'est donc pas règle ou liberté, mais quelle règle, pour quelle liberté ? Certaines règles oppressent, d'autres libèrent. Le défi est de distinguer les unes des autres. L'obéissance et la désobéissance. Pourquoi obéissons-nous aux règles ? Plusieurs raisons possibles. D'abord, la peur de la sanction. Si je viole la loi, je serai puni. Donc, je m'abstiens. Cette motivation est externe. Elle fonctionne tant qu'il y a surveillance, contrôle, menace crédible. Mais dès que la surveillance faiblit, la tentation de tricher apparaît. Ensuite, en l'habitude, nous avons été socialisés pour obéir. Depuis l'enfance, nos parents nous ont appris à suivre les règles, l'école a renforcé cela, la société nous récompense quand nous nous conformons. Peu à peu, l'obéissance devient automatique. Nous ne questionnons même plus. Puis, la légitimité perçue. Si nous pensons que la règle est juste, qu'elle a été établie de manière légitime, qu'elle sert un but valable, alors nous l'intériorisons. Nous obéissons non par peur, mais par conviction. C'est l'obéissance la plus stable, parce qu'elle ne nécessite pas de surveillance externe. Enfin, le conformisme social. Nous voulons être acceptés, faire partie du groupe. Si tout le monde respecte une règle, nous la respectons aussi, pour ne pas nous démarquer. Même si nous ne comprenons pas pourquoi la règle existe, même si nous la trouvons absurde, la pression sociale suffit. Mais parfois, l'obéissance devient problématique. Que faire face à une loi injuste ? Cette question a hanté l'histoire. Les lois esclavagistes, les lois raciales, les lois discriminatoires étaient des lois votées, appliquées. Devait-on les respecter au nom de l'ordre ou les désobéir au nom de la justice ? La désobéissance civile émerge comme réponse, une forme de protestation qui viole délibérément une loi injuste, mais de manière non violente, publique, assumée. Gandhi refusant de payer la taxe sur le sel,
Rosa Parks refusant de céder sa place dans le bus, Martin Luther King menant des marches interdites, tous désobéissaient. Bon, pas pour le chaos, mais pour changer la loi. Henri David Thoreau, dans son essai sur la désobéissance civile, écrivait que si la loi vous oblige à être l'agent de l'injustice, alors vous devez briser la loi. Votre première allégeance n'est pas à la loi, mais à la justice. Mais la désobéissance civile pose une question difficile. Qui décide quelle loi est injuste? Si chacun désobéit aux lois qu'il juge personnellement injustes, n'est-ce pas la porte ouverte à l'anarchie? La réponse des théoriciens de la désobéissance civile est que la désobéissance doit rester exceptionnelle, réservée aux lois manifestement injustes, celles qui violent des principes fondamentaux, des droits humains universels, et la désobéissance doit accepter la sanction. En allant en prison pour votre désobéissance, vous montrez que vous respectez le système légal dans son ensemble, même si vous contestez une loi particulière. C'est un équilibre délicat entre le respect de l'ordre et la lutte pour la justice, entre l'obéissance qui maintient la cohésion sociale et la révolte qui pousse au changement nécessaire. Les règles invisibles du langage. Il existe un domaine où les règles sont omniprésentes et pourtant presque invisibles, le langage. Quand vous parlez, vous suivez des règles grammaticales, sujet, verbe, complément, accord des genres et des nombres, conjugaison des temps. Ces règles sont complexes, pourtant, vous les maîtrisez sans même y penser. Un enfant de 3 ans qui n'a jamais étudié la grammaire parle déjà correctement. Il forme des phrases, il conjugue, il accorde. Comment est-ce possible? Les linguistes parlent de grammaire innée, l'idée que notre cerveau est pré-câblé pour le langage, que les règles fondamentales de la grammaire ne sont pas vraiment apprises, mais découvertes. L'enfant entend du langage autour de lui, et son cerveau en extrait automatiquement les patterns, les régularités, les règles. C'est fascinant, parce que cela suggère que certaines règles sont naturelles, ancrées dans notre biologie. Pas toutes les règles sociales, légales, sont clairement culturelles, mais au moins certaines structures fondamentales de la pensée pourraient être universelles. Toutes les langues humaines, malgré leur diversité incroyable, partagent certaines caractéristiques. Toutes ont des noms et des verbes, des façons de marquer le temps, des structures pour poser des questions. Ces universaux linguistiques suggèrent une grammaire universelle, un cadre commun à tous les humains. Mais les langues diffèrent aussi énormément. Chaque langue a ses règles particulières. En français, l'adjectif suit souvent le nom, une maison blanche. En anglais, il le précède, a White House. Ces différences ne sont pas arbitraires, elles reflètent des choix historiques, des évolutions culturelles. Et elles contraignent la pensée de manière subtile. Certaines langues obligent à préciser le temps, passé, présent, en futur. D'autres langues n'ont pas de temps grammatical. On peut parler sans préciser quand. Cela change-t-il la perception du temps? Les locuteurs de langues sans temps pensent-ils différemment le temps? L'hypothèse de Sapir-Whorf suggère que oui, que le langage façonne la pensée. Les règles de votre langue structurent votre vision du monde. Cette hypothèse est controversée, mais il semble clair que le langage au moins influence, sinon détermine, comment nous percevons, comment nous catégorisons, comment nous pensons. Les règles du langage sont donc particulières. Elles sont à la fois innées et acquises, universelles et culturelles, invisibles et puissantes. Elles nous permettent de communiquer, de partager nos pensées, de construire ensemble des réalités. Sans elles, nous serions isolés, enfermés chacun dans notre esprit. Les règles du jeu. Un autre domaine révélateur est celui des jeux. Tous les jeux ont des règles. Aux échecs,
Le fou se déplace en diagonale. Au football, on ne peut toucher le ballon avec les mains. Au poker, une quinte flush bat un carré. Ces règles sont arbitraires. On pourrait imaginer d'autres règles. Le fou pourrait sauter par-dessus les pièces. On pourrait toucher le ballon avec les mains. Mais une fois établies, les règles définissent le jeu. Sans règles, pas de jeu. Imaginez un football où chacun joue selon ses propres règles. L'un touche le ballon avec les mains, l'autre compte les buts différemment. Un troisième ne reconnaît pas l'arbitre. Ce ne serait plus un jeu, ce serait du chaos. Les règles créent un cadre, à l'intérieur duquel le jeu peut se dérouler. Elles rendent la compétition possible, parce que tous jouent selon les mêmes contraintes. Elles créent du sens. Une action devient un but, une victoire, parce que les règles le définissent ainsi. Le philosophe Bernard Suits définit le jeu comme une activité où l'on choisit volontairement d'utiliser des moyens moins efficaces pour atteindre un but. Au golf, le but est de mettre une balle dans un trou. Le moyen le plus efficace serait de marcher jusqu'au trou et d'y déposer la balle. Mais les règles interdisent cela. Vous devez utiliser un club, depuis un point de départ éloigné. Ces contraintes créent le défi, et donc le plaisir du jeu. Il y a une analogie profonde entre les règles du jeu et les règles sociales. La société est un peu comme un jeu complexe. Les règles définissent ce qui compte, ce qui est permis, ce qui est valorisé. Elles créent un terrain de jeu commun, où nous pouvons interagir de manière prévisible. Mais il y a une différence cruciale. On peut choisir de jouer ou non à un jeu. Si les règles des échecs ne vous plaisent pas, vous pouvez jouer au jeu de dames. Mais les règles sociales, vous ne pouvez pas vraiment en sortir. Vous êtes né dans une société, avec ces règles déjà en place. Vous n'avez pas choisi de jouer, vous êtes dans le jeu. Cela dit, même dans les jeux, les règles peuvent changer. Les sports évoluent, de nouvelles règles sont introduites, pour améliorer le spectacle, pour plus d'équité, pour s'adapter aux nouvelles technologies. Le VAR au football, le tie-break au tennis, la ligne de 3 points au basketball. Ces règles n'existaient pas au début, elles ont été ajoutées. Et quand les règles changent, le jeu change, parfois subtilement, parfois radicalement. Les joueurs doivent s'adapter, développer de nouvelles stratégies, de nouvelles compétences. C'est pareil pour la société. Quand les lois changent, quand de nouvelles normes émergent, nous devons nous ajuster, apprendre de nouvelles façons de vivre ensemble. Les exceptions qui confirment la règle. Toute règle a ses exceptions, et ces exceptions sont révélatrices. Prenez le commandement « Tu ne tueras point ». C'est une règle fondamentale dans presque toutes les sociétés. Pourtant, des exceptions existent. La guerre, la légitime défense, la peine capitale. Dans ces contextes, tuer n'est plus un meurtre, c'est permis, parfois même glorifié. Ces exceptions nous disent quelque chose. Elles révèlent les valeurs profondes qui sous-tendent la règle. La règle « Tu ne tueras point » ne signifie pas que toute vie est sacrée, absolument. Elle signifie plutôt « Tu ne tueras pas les membres de ton groupe sans raison légitime, les ennemis, les criminels dangereux, les agresseurs. Eux, on peut les tuer. » Chaque société trace ses frontières différemment. Certaines sociétés autorisent la peine capitale, d'autres l'interdisent absolument. Certaines considèrent l'euthanasie comme un meurtre, d'autres comme un acte de compassion. Ces différences révèlent des conceptions différentes de la vie, de la souffrance, de la dignité. Les exceptions servent aussi à adapter la règle générale au cas particulier. Une règle absolue, sans aucune exception, peut mener à l'injustice. Imaginez une loi interdisant le vol, sans aucune exception. Un homme affamé qui vole du pain pour nourrir ses enfants mourants, devrait-il être puni aussi sévèrement qu'un voleur professionnel? La plupart des systèmes juridiques reconnaissent des circonstances atténuantes, l'état de nécessité,
la contrainte, l'erreur de bonne foi. Ces exceptions ne détruisent malgré pas la règle, elles la nuancent, la rendent de plus juste. Mais les exceptions posent un problème. Où tracer la ligne? Si trop d'exceptions sont créées, la règle devient vide. On dit qu'elle s'applique, mais en pratique, il y a toujours une excuse, toujours un cas particulier. La règle n'a plus de force. C'est le danger de ce qu'on appelle l'équité poussée à l'extrême. Juger chaque cas selon ses circonstances particulières, c'est juste, mais cela crée aussi de l'imprévisibilité. Personne ne sait à l'avance comment un juge décidera. Cela laisse trop de place à l'arbitraire, au favoritisme, d'où un équilibre à trouver entre la règle rigide et l'appréciation au cas par cas, entre la prévisibilité et la justice contextuelle. Cet équilibre varie selon les domaines. Dans le droit pénal, on favorise la règle stricte pour protéger les libertés. Pas de crime sans loi, pas de peine sans loi. Le principe de l'égalité limite le pouvoir du juge. Il ne peut pas inventer une infraction. Il doit appliquer la loi écrite. Mais dans d'autres domaines, on laisse plus de latitude. Le juge civil peut interpréter largement, adapter selon l'équité, parce que les enjeux sont différents. Il s'agit de répartir des biens, de résoudre des conflits privés, pas de punir. Les exceptions nous rappellent donc que les règles sont des outils, elles servent un but, et quand appliquer strictement la règle irait contre ce but, l'exception devient nécessaire. Les limites de la règle. Malgré leur utilité, les règles ont des limites. D'abord, elles ne peuvent pas tout couvrir. La vie est trop complexe, trop riche en situations uniques. Même le code de loi le plus exhaustif ne peut prévoir tous les cas possibles. Il y aura toujours des zones grises, des situations ambiguës, des dilemmes moraux. C'est pourquoi nous avons besoin de juges. Leur rôle n'est pas simplement d'appliquer mécaniquement la loi, mais de l'interpréter, de comprendre l'esprit de la loi et de l'adapter au cas particulier. Cette interprétation nécessite du jugement, de la sagesse, de l'empathie, des qualités humaines qu'aucune règle ne peut remplacer. Ensuite, les règles peuvent être contournées. Ceux qui veulent tort tricher, trouvent d'œil souvent des moyens. Ils exploitent les failles, les ambiguïtés, les exceptions. On appelle cela parfois l'évasion légale. Techniquement, vous ne violez pas la loi, mais vous agissez contre son esprit. Les paradis fiscaux en sont un exemple. Les entreprises déplacent leurs profits vers des juridictions à faible imposition. Ce n'est pas illégal, mais cela sape l'intention des lois fiscales. En réponse, les gouvernements créent de nouvelles règles pour combler les failles. Mais de nouvelles failles apparaissent. C'est un jeu sans fin. Enfin, les règles peuvent étouffer la créativité. Dans certains domaines, l'innovation nécessite de briser les règles. Les artistes qui révolutionnent leur art transgressent souvent les conventions. Picasso avec la perspective, Stravinsky avec l'harmonie, Joyce avec la syntaxe. Si tout le monde suivait toujours les règles, rien de nouveau n'émergerait jamais. Dans les organisations aussi, trop de règles peuvent paralyser. Les employés passent leur temps à vérifier qu'ils sont en conformité plutôt qu'à innover. L'initiative est découragée parce qu'elle implique un risque de violer une règle qu'on ignorait. Les grandes bureaucraties sont souvent des exemples de cette paralysie réglementaire. Les règles sont donc nécessaires, mais insuffisantes. Elles doivent être complétées par le jugement, par l'éthique personnelle, par la flexibilité. Une société ne peut pas fonctionner seulement avec des règles. Elle a aussi besoin de vertu, de sagesse, de bonne volonté. La confiance comme fondement. Au fond, toutes ces règles reposent sur quelque chose de fragile, la confiance. Les lois fonctionnent parce que nous faisons confiance au système.
Confiance que les autres respecteront aussi les règles. Confiance que les autorités les appliqueront équitablement. Confiance que le système est fondamentalement légitime. Sans cette confiance, les règles s'effondrent. Dans les sociétés où la corruption règne, où les lois ne sont appliquées que contre les faibles, où les puissants sont au-dessus des règles, les gens cessent de croire au système. Ils ne respectent plus les lois parce qu'ils les voient comme injustes, comme instruments d'oppression. Ils développent des stratégies de contournement, ils créent des systèmes parallèles, marchés noirs, réseaux informels. La société devient fractionnée entre ceux qui profitent du système et ceux qui en sont exclus. Reconstruire la confiance est long, difficile. Cela nécessite que les institutions soient aperçues comme justes, transparentes, responsables, que les règles s'appliquent à tous, riches et pauvres, puissants et faibles, que les citoyens puissent participer à l'élaboration des règles qui les gouvernent. La confiance se gagne lentement, se perd rapidement. Un seul scandale majeur, une injustice flagrante, une trahison de la part des autorités et des années de travail peuvent être détruites. C'est pourquoi maintenir un système de règles fonctionnelles demande une vigilance constante. Ce n'est pas quelque chose qu'on établit une fois pour toutes, c'est un effort continu. Ajuster les règles quand elles deviennent injustes, appliquer les sanctions quand elles sont violées, rendre des comptes quand le pouvoir est abusé. Tout cela contribue à maintenir la confiance. Et la confiance, finalement, est plus importante que les règles elles-mêmes, parce que sans confiance, les règles ne sont que des mots sur du papier. Avec confiance, même des règles imparfaites peuvent fonctionner. L'ordre fragile. Voilà donc ce que nous avons construit. Un ordre social fait de lois écrites, de dettes enregistrées, de serments prononcés, de normes implicites, de conventions partagées. Cet ordre n'a rien de naturel, il est une création humaine, fragile, contingente. Il tient tant que nous continuons d'y croire, tant que nous respectons les règles, tant que nous honorons nos dettes, tant que nous maintenons nos serments. Mais cet ordre pourrait s'effondrer si la confiance disparaît, si les institutions deviennent corrompues, si les inégalités deviennent insupportables, si les règles cessent de sembler légitimes. L'histoire nous montre que cela arrive. Des civilisations entières se sont effondrées quand l'ordre social s'est désintégré. Les empires anciens, les républiques glorieuses, les monarchies puissantes, tous ont connu leur fin. Et pourtant, de nouveaux ordres émergent toujours, parce que les humains ne peuvent pas vivre sans règles. Nous avons besoin de structures, de prévisibilité, de cadres pour nos interactions. Alors nous reconstruisons, nous créons de nouvelles lois, de nouvelles institutions, de nouvelles façons de vivre ensemble. Le cycle continue. Construction, stabilisation, déclin, effondrement, renaissance. C'est le rythme de l'histoire humaine. Nous sommes maintenant dans une phase où beaucoup de règles anciennes sont remises en question. Les nouvelles technologies, la mondialisation, les crises écologiques, les migrations, tout cela challenge les cadres établis. Les règles qui fonctionnaient hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Nous devons inventer de nouvelles façons de vivre ensemble, de gérer nos ressources communes, de résoudre nos conflits. C'est un défi immense, mais c'est aussi une opportunité. Nous pouvons repenser les règles, les rendre plus justes, plus inclusives, plus adaptées à notre époque, ou nous pouvons nous accrocher à l'ancien et risquer l'effondrement. Le choix nous appartient, collectivement, parce que les règles sont ce que nous en faisons. Respirez lentement, laissez ces pensées se déposer. Les lois qui nous encadrent, les dettes qui nous relient, les serments qui nous engagent, tout cela existe parce que nous sommes des êtres sociaux, parce que nous vivons ensemble,
et que vivre ensemble nécessite des règles. Ces règles sont imparfaites, parfois injustes, souvent contraignantes, mais elles sont aussi ce qui rend possible la coopération, la confiance, la civilisation. Sans elles, nous serions isolés, vulnérables, incapables de construire quoi que ce soit de durable. Avec elles, nous pouvons créer des villes, des institutions, des œuvres qui nous survivront. L'ordre social est fragile, mais il est aussi résilient. Il se brise, puis se reconstruit, toujours imparfait, toujours perfectible, toujours en devenir. Et vous faites partie de cet ordre, par vos choix quotidiens, par le respect ou la transgression des règles, par votre participation ou votre retrait. Vous contribuez à façonner l'architecture invisible de notre monde partagé. Laissez maintenant le sommeil venir. Portez avec vous cette conscience que nous vivons dans un monde de règles que nous avons créé ensemble et que chaque jour, nous choisissons de maintenir ou de transformer. Si ce voyage à travers les règles et les accords humains vous a apaisé, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez paisiblement, bercés par l'ordre fragile que nous avons construit et que nous reconstruisons chaque jour. Bonne nuit.